Suite de la visite du président de la République dans la Venise malienne Mopti, Ibrahim Boubacar Keïta a visité aujourd'hui le lycée de Bandiagara, un établissement dont les conditions d'accueil se sont améliorées après la construction de 12 salles de classe et d'une salle informatique. Célébration demain 20 mars de la Journée internationale de la francophonie. Cette année, le thème est Francophonie, paix, réconciliation, démocratie et développement. Yacouba Katile est le désormais secrétaire général de l'UNTM. Le tout nouveau secrétaire général a exhorté ses camarades à la cohésion et à l'unité. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a visité ce matin le lycée de Bandiagara, un établissement au sein duquel le PDG de Toguna Agro-Industrie a construit 12 nouvelles salles de classe et une salle informatique. Après sa visite, le chef de l'État a exprimé toute sa satisfaction et s'est engagé à soutenir le promoteur de Toguna Agro-Industrie dans ses efforts de construction nationale. Envoyés spéciaux Brahma Traoré et Adama Kamara. À chaque étape de la visite du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le même décor, la mobilisation massive des populations. À Badjangara, dans la cité de Nagamano Tembeli, le chef de l'État s'est encore offert un véritable bain de foule. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est venu saluer un acte patriotique d'un fils du terroir. Il s'agit du PDG de Toguna Agro-Industrie, Serou Nantoumé, qui a doté le lycée de Badjangara de 12 nouvelles salles de classe et une salle informatique, de quoi renforcer les capacités d'accueil de l'établissement. Mais le coût des investissements n'a pas été révélé. On n'aime pas parler d'argent. Quand, dans notre tradition, quand on a offert, on offre. Ce qui est important, c'est réaliser l'infrastructure, que l'infrastructure soit en conformité avec l'environnement et que les filles et les garçons du lycée puissent en tirer satisfaction, puissent apprendre grâce à ces infrastructures. En construisant ces nouvelles infrastructures scolaires, le PDG de Toguna Agro-Industrie a vite compris que la question de l'école est une affaire de tous les Maliens. Un soutien à l'État pour améliorer les conditions d'études des élèves. Quelqu'un qui contribue pour l'école, il contribue pour le développement. Quelqu'un qui contribue pour l'éducation, il contribue pour la promotion, pour l'avancée de la personne humaine. Voilà en quoi nous pensons qu'aujourd'hui, cette infrastructure contribue effectivement au développement. Celui qui a réalisé aujourd'hui les 12 classes au lycée, il a fait des rues pavées de plusieurs kilomètres. Il a fait une électrification solaire au niveau de la ville. Il est en train de construire une grande mosquée de 5000 places. Le fait que le président personnellement vienne voir un fils de la localité investir autant, c'est vraiment une bonne chose. Pour le président de la République, la réalisation de ces salles de classe témoigne du souci du patron de Toguna Agro-Industrie de jouer toute sa partition dans l'amélioration de la qualité de notre enseignement. Une belle source d'inspiration selon le chef de l'État. Ce qu'il fait, il le fait avec le cœur, avec le souci d'aider l'autre, c'est-à-dire lui-même. En aidant l'autre, on s'aide soi-même. Celui a compris ça très tôt. Il y a quelques années, j'ai visité son village en compagnie du président ATT, une école qui venait de créer là-bas. Non seulement l'école, mais j'ai vu que c'était un programme intégré qui concernait tous les aspects de la vie villageoise. Voilà de tels chefs, de tels capitaines d'entreprise dont le Mali a besoin. Pas besoin d'un capitaine d'entreprise qui va être dans un palais, rouler carrosse et n'avoir aucun souci de l'environnement. Ce n'est pas son cas. Cet homme a souci du Mali. Cet homme a souci d'aider à la promotion du Mali. Pourquoi? Sans complexe, nous allons l'aider. Parce qu'il le mérite. Il mérite que le pays aide ceux qui, comme lui, ont souci du pays. Je le dis très clairement et sans complexe. Les capitaines d'entreprise qui ont souci du Mali seront aidés à hauteur de mérite.
car ils ont mérité que cela soit. Et cela sera, Inch'Allah. Ce que j'ai vu ici préfigure le lycée du futur, quelque part. Ce qu'il a fait ici existe dans les nations développées aujourd'hui, dans les nations qui ont souci de leur avenir, qui se projettent déjà sur un horizon lointain pour être parmi les nations qui vont compter. Et l'acte que Seydou a posé ici, que M. Nantoumé a posé ici, et tout parce que c'est un jeune frère que je connais depuis longtemps, est de ces actes porteurs qui feront le Mali de l'émergence. Et c'est de ça que nous avons besoin. Et de réitérer son soutien à toutes les initiatives visant à redorer l'image de l'école malienne. Le président Ibeka s'est dit convaincu d'une chose, sans une école performante, pas d'avenir pour une nation. Je engage les élèves qui vont profiter de ce joyau à travailler dans la discipline, dans l'effort, pour mériter d'en être. Je dis que les ressources humaines demain seront triées sur le volet pour servir le Mali au mieux, à hauteur d'excellence. Et ici, les moyens sont donnés, pourvu que simplement la direction de l'établissement, la direction de l'enseignement régional ait souci de la bonne maintenance d'un tel établissement, d'y maintenir la discipline à hauteur de souhait, de faire en sorte que l'outil pédagogique soit d'accès facile. On a un exemple ici avec la salle d'informatique, dont on n'a même pas envie de sortir. C'est donc, encore une fois, dire merci à ce fils méritant du pays, du Mali, du pays Dogon, qui, la fortune acquise, a su se retourner vers les siens. C'est de ça que le Mali a besoin. Comme il y a de coutume, le président de la République a rendu une visite de courtoisie aux notabilités et aux communautés religieuses de Badiangara. Les échanges ont porté sur le renforcement de l'unité nationale et la cohésion sociale. Et des prières ont été formulées dans ce sens. Et à Mopti, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rendu une visite de courtoisie également hier aux notabilités et chefs religieux de Mopti et Sévaré. Au cours des échanges, il a été surtout question de cohésion nationale après la crise que notre pays a connue. Les responsables coutumiers et religieux ont saisi l'occasion pour formuler des prières pour un Mali apaisé et prospère. Le chef de l'État les a remerciés pour leur contribution pour la stabilité de notre pays. Voilà le président de la République donc à Mopti qui a visité les notabilités et les différents responsables religieux. À noter que Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré cet après-midi les centrales hybrides de Koro et de Bankas. Demain matin, il se rendra à Djenné. Le président de l'Assemblée nationale a successivement reçu en audience l'Association malienne de lutte contre le glaucome et l'Association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon. Avec ces deux, il a évoqué plusieurs questions intéressant la vie de la nation. Youssouf Diakité. L'association malienne de lutte contre le glaucome, en venant rencontrer le président de l'Assemblée nationale, avait un certain nombre de préoccupations et de doléances relatives surtout à la prise en compte du glaucome. Le président s'est montré sensible à la cause défendue par cette association et l'a rassuré de son soutien incontestable. Car, précise-t-il, la vue, c'est la vie. Et le message sera porté là où il faut pour faire face à cette maladie. Moi-même qui suis là, je suis jeune diplômé sans emploi, je suis juriste de formation et malheureusement frappé par la maladie. Je l'ai découvert un tout petit peu tard. Et vous savez, quand le glaucome frappe déjà, très souvent, dans la plupart des cas, on trouve que c'est déjà en phase terminale. Alors moi, actuellement, malgré mes études, j'ai fini et la vue n'y est pratiquement plus. J'ai de sérieux problèmes pour pouvoir voir. Pratiquement, je ne parviens plus à écrire. Et je lis très difficilement. Certes, je vois un tout petit peu devant moi, mais la vue quand même pratiquement, officiellement, je suis aveugle. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et il y a des milliers de jeunes qui sont dans la même situation. Après, le président de l'Assemblée a reçu l'association malienne pour la protection et la promotion de la culture Dogon, Guina Dogon. Guina qui signifie la grande famille. Nous avons vu, monsieur le président, c'est une visite de courtoisie.
C'était premièrement pour le féliciter de son élection et deuxièmement pour lui présenter aussi notre nouveau bureau et aussi faire appel à lui pour les prochaines organisations des Journées culturelles Dogon qui auront lieu à Koro, si tout va bien, en février 2015. Le président a ensuite saisi l'occasion pour saluer le rôle et les activités de cette association avant de rappeler que la richesse et la diversité culturelle sont illustrées par Guina Dogon. Et le président de l'Assemblée nationale qui porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra le jeudi 20 mars 2014 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur adoption des procès-verbaux de la séance plénière du 7 mars 2014 et jour suivant, délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, création des réseaux et communication. Célébration demain 20 mars de la Journée internationale de la francophonie. Cette année, le thème est francophonie, paix, réconciliation, démocratie et développement. À cette occasion, je vous propose d'écouter un extrait du message du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Abdou Diouf. Lorsque nous sommes seuls à espérer et à vouloir, cela ne demeure bien souvent qu'un espoir et un vœu. Mais lorsque nous espérons et voulons, ensemble, une nouvelle réalité prend immanquablement forme. Alors, célébrons en ce 20 mars la force stimulante que nous confère la francophonie. Célébrons les liens puissants que confère la langue, les valeurs, les espoirs et les ambitions que nous partageons. Célébrons une manière francophone de vivre ensemble, d'être au monde et de concevoir le monde. Parce que la francophonie, c'est d'abord la volonté de dire non. Non aux aspects les plus néfastes de la mondialisation. Une mondialisation oublieuse de l'homme, de sa dignité, de sa liberté, de ses droits les plus élémentaires, faute d'éthique, de régulation, de volontarisme. Non aux inégalités économiques, sanitaires, éducatives, numériques toujours plus marquées. Non aux conflits oubliés, aux populations civiles, singulièrement les femmes, abandonnées aux exactions les plus viles. Non à l'impunité et à l'immunité des auteurs de crimes contre l'humanité. Non à l'uniformisation culturelle et linguistique qui menace le patrimoine intellectuel et la création mondiale, mais aussi la démocratie internationale. Non au relativisme culturel qui défie l'universalité des droits de l'homme et menace la paix. Mais la francophonie, ce n'est pas pour autant vouloir cristalliser les contestations, les colères, les frustrations. C'est vouloir les dépasser en éradiquant leurs causes. C'est vouloir, dans notre espace, promouvoir l'éducation et la formation. À l'occasion donc de la célébration demain 20 mars de la Journée internationale de la francophonie, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale rappelle l'engagement du président de la République à résoudre la crise sécuritaire par le dialogue inclusif dans le cadre du respect de la souveraineté, l'intégrité du pays et de la laïcité de l'État. Écoutons un extrait de sa déclaration au micro de Moïse Traoré. Ce thème épouse les principes de la déclaration de Bamako, texte fondateur adopté en novembre 2000 qui a cristallisé les objectifs de la charte de la francophonie en engageant les États membres sur des principes fondamentaux tels que la consolidation de l'état de droit, la tenue d'élections libres, fiables et transparentes, la promotion d'une culture démocratique intériorisée et le plein respect des droits de l'homme. Mieux encore, la déclaration a établi un mécanisme d'évaluation de la mise en œuvre de ces engagements dans l'espace francophone. Je voudrais également rappeler, entre autres, l'engagement du président de la République du Mali, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, à résoudre par le dialogue inclusif
la crise sécuritaire dans le nord de notre pays dans le cadre du respect strict de la souveraineté et de l'intégrité du pays ainsi que de la laïcité de l'État. Le gouvernement, en étroite collaboration avec tous les partenaires impliqués dans la gestion de cette crise, ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre du processus de paix engagé depuis la signature des accords de Ouagadougou en juin 2013. La francophonie, c'est tout d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. C'est aussi 77 États et gouvernements et plus de 890 millions de personnes qui partagent cette langue et ses valeurs universelles. Dans notre pays, elle est la langue de l'administration et au niveau international, la deuxième langue après l'anglais au sein des Nations Unies. Alors, les Maliens sont-ils attachés à la langue française? Les réponses dans ce reportage de Nyanya Aliou Traoré. C'est depuis la première année de l'école fondamentale que nous apprenons la langue française. Mais de nos jours, les b.a.-ba sont donnés plutôt à la maternelle. Le français est aujourd'hui au Mali la langue d'expression officielle, c'est-à-dire la langue de travail pour l'administration, d'où son apprentissage par les enfants depuis le bas âge. Malgré cette initiation précoce au maniement de la langue de Molière, elle constitue et demeure aujourd'hui un véritable cauchemar pour beaucoup de gens. Les Maliens parlent peu ou pas du tout le français. On parle plus bambara même que français. C'est surtout la grammaire et puis l'orthographe. On n'est pas documenté là. Ici, les gens ont honte de parler la langue française. Petit test en ville pour voir si les Maliens s'expriment plus ou moins bien dans cette langue. Halte d'abord devant un taxi. Nous sommes étrangers et nous voulons visiter Bamako. Mais c'est la ville. Oh ouais. Vous me conseillez quel endroit? Tu n'es pas en Bambara. Par contre, ces élèves rencontrés devant une école privée n'ont aucune difficulté à échanger avec nous. Elles déplorent le manque d'assiduité des uns et des autres dans la pratique de la langue française. Moi, je pense que le manque de français dans une société, c'est spécialement dû à la langue parlée en famille, quoi. Les infrastructures ne les permettent pas de mieux parler français. Ces autres élèves estiment que la source du problème est au niveau de l'encadrement, c'est-à-dire au niveau même du corps professoral. Et je pense que ce n'est pas dû seulement aux profs, c'est parce que le niveau même des élèves qui arrivent au lycée ou bien dans les écoles professionnelles, ils n'arrivent pas à s'exprimer dans cette langue. Et souvent, certains collègues, pour mieux expliquer les leçons, le font par exemple dans la langue officielle, la langue bamanakan. Il y a certains professeurs, de façon délibérée aussi, qui parlent dans cette langue, la langue bamanakan. Je vous propose d'écouter le mot que nos interlocuteurs aiment le plus dans la langue de Molière. Le mot aimer. Anticonstitutionnellement. Le travail. Étudier. Souvenir. Le verbe aimer. Détester. Tout compte fait. Et pour terminer, c'est ce mot que nous aimons. Voilà, bonne fête à tous les francophones. Les pays membres de l'Union économique monétaire de l'Ouest africain, UEMOA, vont bientôt se doter d'un label d'identification des aliments enrichis en micronutriments. Un atelier sous-régional pour valider les règles d'utilisation a débuté ce mercredi à Bamako. Compte rendu Lamine Keita. Les participants à l'atelier sous-régional de Bamako devront élaborer un logotype enrichi, c'est-à-dire définir un label d'identification des aliments enrichis en micronutriments conformément aux dispositions en vigueur. C'est pour permettre aux consommateurs d'avoir un choix avisé des produits à consommer. C'est un processus d'élaboration de normes pour dire, en ce qui concerne les vecteurs principaux qui ont été choisis, à savoir 3, la farine de blé, le sel iodé et les huiles alimentaires. Nous avons donc défini des normes qui doivent être adoptées par les industriels dans la fabrication de ces produits. Chacun des industriels, quand ce sont des importateurs, les commerçants doivent désormais s'assurer que les produits qu'ils mettent à la disposition des populations, ces produits contiennent ces éléments-là. Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, apposer un logotype enrichi ou label sur les aliments dans la sous-région, c'est faire preuve de respect envers les consommateurs. C'est également gage d'assurance pour les industriels et les distributeurs. C'est une rencontre importante parce que déjà les problèmes, les carences en micronutriments
constitue un vrai problème de santé publique dans notre pays. Un problème de santé publique pour les femmes enceintes et pour les enfants de moins de 5 ans. Et donc, qui dit problème de santé publique dit impact sur le développement. À l'issue de la rencontre internationale de Bamako, un logotype enrichi pour les aliments en micronutriments sera défini avec des règles d'utilisation. Yacouba Katile du Centad est désormais le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. Il a obtenu 21 voix contre 18 pour Karim Diarra Di Togola du SINAPRO. Le tout nouveau secrétaire général a exhorté ses camarades à plus de cohésion et à l'unité, gage de la réussite d'une organisation syndicale. Après 3 jours de travaux, le 10e congrès statutaire de l'UNTM a connu son épilogue ce mardi. La commission d'investiture a mis un bureau consensuel de 49 membres dirigé par Yacouba Katile du Centad. Le nouveau secrétaire général l'a emporté avec 21 voix contre 18 face à Karim Diarra Di Togola du SINAPRO. Le bureau exécutif national est et demeure engagé plus que jamais à resserrer ses rangs pour être davantage à l'avant-garde du renforcement de l'état de droit, de la démocratie, de l'unicité du pays, de la paix sociale, de la sécurité des personnes et leurs biens, du respect des libertés syndicales et d'opinion, de la lutte sans merci contre la corruption et la délinquance financière sous toutes ses formes pour le bonheur de l'ensemble du peuple malien. Maouloud Ben Katra du SNEC est le secrétaire général adjoint. Le poste de trésorier est revenu à Agibou Bouaré du syndicat national des banques et établissements financiers. Abdraman Touré du SNPIL est le secrétaire à l'administration. Je suis d'avance persuadé que les hommes et les femmes que vous avez désignés mériteront de la confiance placée en eux. Il ne saurait en être autrement parce que tous des enfants de ce pays, nous avons appris, pour ceux qui n'étaient pas là quand les choses se faisaient, que l'UNTM était au départ du Mali. Les travailleurs du Soudan et d'avant Soudan ont participé auprès de toutes les forces vives pour faire le Mali. Donc l'UNTM ne saurait tourner le dos au Mali, surtout au jour où le Mali a le plus besoin d'elle. Le nouveau secrétaire général conclura que rien ne détournera le bureau de ses objectifs, à savoir l'amélioration des conditions de vie et de travail des adhérents. Voilà, c'était un reportage de Daouda Sidiki Diarra avec la voix de Mamourou Sidibé. Les partis politiques s'initient au processus d'élaboration des politiques publiques. C'est à la faveur d'un atelier national qui a démarré ce matin, initié par l'Institut national démocratique en partenariat avec l'USAID. Il regroupe pour 2 jours les représentants des partis politiques signataires du Code de bonne conduite. Nando Dambélé. Au sortir de la crise multidimensionnelle que notre pays vient de traverser, les conditions démocratiques sont toutes trouvées pour permettre le redémarrage et se consacrer pleinement au développement, à l'éducation et à la réconciliation. Ces grands chantiers constituent autant de défis que les gouvernants et la classe politique doivent se donner les moyens de relever. Le présent atelier vise ainsi à renforcer les capacités des partis politiques sur les étapes de base dans le cycle d'élaboration des politiques publiques par l'appropriation de la méthodologie d'élaboration des politiques, la connaissance des différentes étapes du processus d'élaboration des politiques. Faisant partie d'un vaste programme du NDI financé par l'USAID, l'atelier permet de répondre à de nombreuses interrogations, à savoir comment répondre aux aspirations des populations, comment élaborer des politiques susceptibles de relever les défis. C'est pourquoi ces travaux se veulent pratiques et techniques. Un État démocratique a besoin de partis politiques forts qui seront au premier plan pour répondre aux nombreuses attentes des citoyens, d'où la nécessité de la planification des besoins à travers l'élaboration des politiques publiques et des projets de société. L'atelier est destiné prioritairement au cadre des partis politiques, aux secrétaires généraux et aux secrétaires chargés des questions d'élaboration des politiques ou des stratégies.
Sur les 1597 espaces publics que comptait Bamako, il ne reste aujourd'hui que 261, raison pour laquelle le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville a rencontré les populations des différentes communes du district. En commune 4, où il reste encore assez d'espace, les échanges ont porté sur les techniques de protection. Mamour Sidibé. Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville était venu partager avec les populations de la commune 4 les stratégies de protection des espaces publics restant dans leur commune. Évidemment, la commune 4 est la seule qui a le plus d'espaces publics. Elle en compte encore 77. Ce qu'on compte faire pour maintenir ce cap, c'est d'abord compter sur la population d'abord, parce qu'on ne peut pas réaliser cela sans l'appui de la population, De deux, l'appui administratif par le ministre de l'Urbanisme qui vient de vous le dire. Et ensuite prendre des dispositions nécessaires au niveau de la commune. Le ministre a déjà dans son agenda 3 axes de protection des espaces publics à Bamako. Premier axe de protection, prendre un décret présidentiel pour protéger les espaces qui n'ont pas encore été utilisés. Le second niveau de protection est la protection physique impliquant les populations. Le troisième niveau de protection, qui est la plus efficace, c'est d'arriver à mettre en valeur les espaces publics. Pour sauvegarder les 261 espaces restants des 1597 que comptait la ville de Bamako, le ministre se rabat sur un cheminement. Déjà, c'est d'essayer d'avoir les documents légaux qui attestent du changement de vocation. Maintenant, quand on aura les documents légaux pour ceux qui auront changé de vocation, ça veut dire que ceux qui n'ont pas de documents légaux auront changé de vocation illégalement. Et là, en la matière, il s'agit de faire le point, commune par commune, et de voir quelles sont les mesures à prendre pour ramener les espaces dans leur vocation initiale, mais aussi pour sanctionner ceux qui se seraient rendus responsables de changements de vocation frauduleux. Comment faire pour récupérer les espaces qui ont changé de vocation et ces illicitement occupés ont été les principales questions répondues par les visiteurs. La mairie de la commune 1 a bénéficié du projet pilote de réduction de la vulnérabilité des populations au risque d'inondation financé par la Banque mondiale à hauteur de plus de 78 millions de francs CFA. Le projet permettra de renforcer les relations entre les structures techniques et communales par les liens juridiques. Fatouma Kakone. Exposée aux dangers liés à l'inondation, la commune 1 est entourée de plusieurs rivières. Cette situation géographique rend la commune 1 plus vulnérable. C'est pourquoi la mairie de la commune 1 a bénéficié du projet pilote de réduction de la vulnérabilité des populations de la commune 1 face au risque d'inondation. Il permettra sans doute de renforcer les relations entre les structures techniques communales par des liens juridiques. Il permettra de mettre à disposition des documents conséquents pour pouvoir construire nos collecteurs, mettre en place un système de curage efficient et efficace, voire même doter la commune du centre d'hébergement provisoire en cas de sinistre. Ce projet vient à point nommé, car il vient appuyer la mairie, voire toute la communauté pour une résilience et une meilleure préparation face aux risques d'inondation. Ce projet est une composante du projet de gestion des risques de catastrophe et d'adaptation au changement climatique financé par la Banque mondiale à hauteur de près de 78 millions de francs CFA, en partenariat avec la protection civile. Ce projet vise à préparer les autorités communales et les populations de la commune 1 à la prévention, la préparation et la réponse face aux inondations. D'une durée de 3 mois, le projet permettra à tous les quartiers de la commune 1 de faire face à toutes les catastrophes naturelles dans la zone. Lutte contre le paludisme en 4e région, l'association malienne pour la promotion du Sahel Amapros et Lutran World Relief s'impliquent. Ils ont mobilisé près de 180 millions de nos francs. Dans ce sens, le lancement du projet a eu lieu aujourd'hui même à Konodimini. Candestila compte rendu. Le projet Woboulou 2, comme son nom l'indique, en Dogon est un projet de lutte contre le paludisme. Sa mise en œuvre concerne 12 aires de santé de Ségou et de Nyono, dont l'aire de santé de Konodimini qui a abrité la cérémonie de lancement officiel des activités. Woboulou 2, initié par l'Association malienne pour la promotion du Sahel Amapros et Lutheran World Relief, vise à mettre à la disposition de ces aires de santé des fonds de solidarité ou de roulement, d'assurer au niveau des associations et centres de santé communautaires un mécanisme d'accès aux produits de soins. Woboulou a vu le jour
Il a produit des résultats et des témoignages ont été faits. Nous pensons que Wobu Wolo 2 fera encore plus pour aller dans cette croisade pour que le paludisme puisse reculer de façon drastique au niveau de nos communes d'intervention. C'est une phase de consolidation et de pérennisation avec un coût total de 119 161 000 francs CFA. Je formule des prières afin que bientôt il n'y ait plus jamais de paludisme au Mali. Dans la région, en 2013, plus de 39 000 cas de palu ont été enregistrés, dont 20 décès. Et la commune de Konodomini, pour la même période de 2013, a enregistré 322 cas. Des autorités communales de Konodomini, en passant par les responsables d'associations, ont réitéré leur accompagnement à ce projet. Du côté de Diema Akai, c'est la fin des activités du projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile. Financé pendant 5 ans par l'USAID, le projet a permis de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Le projet a étendu les soins essentiels communautaires sur 466 sites où plus de 3 700 relais ont été formés et équipés. De Kai, Mahamadi Alioubari. Il s'agissait au cours de cette rencontre d'échange entre les responsables sanitaires de Diema, les représentants de l'ONG MTIP et la population de faire le bilan des activités menées par le projet intégré de santé maternelle, néonatale et infantile après 5 années de mise en œuvre dans le district sanitaire de Diema. Les activités opérationnelles du projet MTIP sur le terrain prendront fin dans leur forme actuelle le 31 mars 2014 au niveau de nos districts d'intervention et la fermeture effective du projet le 30 juin 2014. Il ressort de cette rencontre que dans le district sanitaire de Diema, le projet MTIP a réalisé des résultats très probants, à savoir la mise en œuvre des soins essentiels dans la communauté au niveau de 28 sites ASC, la formation et l'équipement de 592 relais communautaires dans 14 aires de santé, la formation de 4 groupements de femmes sur la promotion des meilleures pratiques en santé maternelle et infantile, la communication pour le changement social de comportement à travers la diffusion des messages par les radios partenaires de proximité. Témoignages des partenaires et bénéficiaires du projet, présentation des sketchs sur l'importance du lavage des mains au savon et remise des diplômes de reconnaissance aux plus méritants ont marqué la clôture des activités du projet MTIP dans le district sanitaire de Diema. C'est parti depuis hier à Sikasso pour la 9e édition du mini-bourse aux céréales. Elle est organisée par l'Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire Afrique verte Mali. Objectif, stimuler et augmenter les opportunités d'échange entre acteurs des chaînes de valeur riz, mil et sorgho. Daouda Diakité. Ils sont près d'une centaine d'acteurs impliqués dans la production, la transformation et la commercialisation des chaînes de valeur riz, mil et sorgho de Mopti, Koutiala, Sikasso et les districts de Bamako, présents à ce rendez-vous de la 9e édition de la mini-bourse aux céréales pour 2 jours d'échange dans la capitale de l'or blanc. Une initiative de l'Association malienne pour la sécurité et la souveraineté alimentaire Amassa Afrique verte. L'objectif même de cette bourse, c'est de pouvoir favoriser les conditions de mise en marché entre les zones de production et les zones dites de consommation et permettre d'instaurer un cadre d'échange entre les différents acteurs du secteur céréalier. Un cadre propice pour la fluidification des échanges commerciaux entre acteurs. Cette bourse est très bénéfique pour nous. Ça nous permet de tisser des relations de partenariat, mais surtout d'enrichir nos compétences dans notre travail de tous les jours. Occasion donc pour les autorités de saluer l'initiative qui devra contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, mais aussi d'accroître les revenus des organisations paysannes. Votre présence à cette mini-bourse aux céréales de Koutiala témoigne tout l'intérêt que vous accordez à la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui demeure la préoccupation des plus hautes autorités de notre pays. Les échanges d'expériences entre acteurs devront impulser de nouvelles dynamiques à l'essor de l'économie régionale et nationale. Connaissance des institutions intervenant au Mali dans le cadre de la crise sécuritaire, rôle des femmes dans la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Les 2 thèmes étaient au centre des débats d'une conférence tenue le week-end dernier à Bamako et organisée par le collectif des femmes du ministère de l'administration territoriale. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Sokona Kamisoko. Le collectif des femmes du ministère de l'administration territoriale célèbre autrement le 8 mars, une journée internationale dédiée à la femme.
À travers cette conférence, elle mène une réflexion autour des thèmes connaissance des institutions intervenant au Mali dans le cadre de la crise sécuritaire, le rôle des femmes dans la résolution de la paix et de la réconciliation nationale. L'objectif, c'est d'informer et de sensibiliser les femmes à s'impliquer davantage dans le processus de réconciliation nationale. Les femmes maliennes en général et celles du collectif des femmes du ministère de l'administration territoriale réaffirment encore une fois leur engagement sans faille à contribuer à la transformation structurelle de la société malienne en participant à la mise en place des conditions politiques, matérielles, juridiques, économiques et morales favorables à la réhabilitation de la justice sociale, à l'égalité des chances, à la consolidation de la paix et à la promotion du développement durable au Mali. La question des femmes est toujours et sans conteste le sujet central qui anime, des fois avec passion et toujours non sans polémique, les débats contemporains. Comment mieux intégrer, mieux impliquer les femmes dans les instances de décision. Parlant des questions de quota, d'égalité de participation, nous sommes résolument engagés à mener ce combat car il s'agit de l'exercice de véritables droits politiques qu'il faut respecter sans discrimination. Une autre façon de célébrer le 8 mars, l'association Solidarité des femmes de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM en a profité pour faire des dons aux femmes victimes de la fistule obstétricale du centre Oasis du Point G, un geste qui contribuera au bien-être des bénéficiaires. Sokonakam Soko. L'Association Solidarité des femmes de la Caisse nationale d'assurance maladie, CANAM, a eu une pensée pour les femmes victimes de la fistule obstétricale du centre Oasis du Point G. Elle a remis un don composé du riz, du lait, de l'huile, du savon, de l'eau de javel, des couches et des peignes. Chères sœurs victimes de la fistule, votre bataille contre la maladie est un exemple qui magnifie votre courage, votre abnégation et votre désir de surmonter l'épreuve. Ce geste, certes modeste, constitué de quelques ingrédients de votre vie quotidienne, puisse vous aider à alléger le poids des souffrances que vous endurez. Ces femmes souffrent d'une maladie sociale et toute démarche tendant à soutenir ces femmes est la bienvenue au niveau du CHU du Point G. Et nous vous remercions très sincèrement au nom de l'ensemble de ces femmes pour le geste que vous venez de faire. En plus de ce don, l'association Solidarité des femmes de la CANAM entend soutenir les femmes victimes de la fistule dans leur combat de tous les jours. Première édition du Festival international de slam et humour. Elle regroupe les slameurs et humoristes d'Europe, d'Afrique et du Mali et vise entre autres à promouvoir la diversité culturelle et aussi à favoriser le dialogue interculturel entre les jeunes. Le compte rendu de Mohamed Ould Mamouni. Peu se réveillent, trop peu se révoltent. Et toi ? Le Festival international de slam et d'humour est un espace récréatif pour les jeunes. À travers le slam, l'art de la parole et l'humour, un instrument social important, ce festival met en exergue le dialogue interculturel. Il vise tout simplement à magnifier le verbe. L'objectif, c'est de faire la promotion de l'art oratoire dans sa généralité, particulièrement le slam et l'humour. Voilà un peu l'objectif d'abord visé. Ensuite, c'est de réunir un peu le peuple africain et occidental autour de la culture. Pour cette première édition, on a mis la barre très haut. Une vingtaine d'humoristes et de slameurs d'Europe, d'Afrique et du Mali vont célébrer le brassage ethnique. Une semaine riche en activités. C'est avec un grand plaisir que j'assiste à cet exercice tellement positif et tellement intéressant pour la jeunesse de nos pays. Voir plus d'une dizaine de pays représentés par sa jeunesse pour un exercice de construction. Parce que la culture ne peut être qu'un exercice de construction. Et la culture qui se traduit par des mots, et par des mots aussi éloquents. Et souvent des mots qui trouvent en nous des échos tellement prégnants, tellement présents. Et j'en suis sincèrement bouleversé. Et je ne peux que vous encourager. Les multinationales ne seront jamais ruinées. Chaque fois, le seul qui a mal, c'est le peuple terrorisé.
Les activités du Festival international de slam et d'humour entrent également dans le cadre de la célébration de la Semaine internationale de la francophonie, placée cette année sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale au Mali. Autre festival, celui de Séléngué, dénommé Urban Music and Mode, la 3e édition démarre le 28 mars prochain. À quelques jours donc du rendez-vous, les préparatifs vont bon train, selon nos envoyés spéciaux à Séléngué, Tédié Moussa Kamara et Modibo Soare. Séléngué, localité située dans la commune de Baya, à quelques 150 km de Bamako, fait peau neuve pour accueillir des milliers de festivaliers pour ce rendez-vous culturel majeur de notre pays depuis sa création en 2012. À 10 jours du lancement officiel, les organisateurs ont entamé une série d'activités pour que la ville soit à la hauteur de la manifestation. Vous-même, vous voyez, le public est sorti massivement pour donner un coup de balai à la commune. Facteur de cohésion et de développement pour Séléngué et environ, la population locale qui se réjouit d'abriter un tel événement est sortie massivement pour une cause juste et noble afin de donner un cachet particulier à ce festival. Des actions de salubrité, de sensibilisation et bien d'autres moyens de communication et d'information étaient au cœur de la journée. Le festival, c'est pour nous les jeunes, parce que ça permet de valoriser les capacités économiques de la ville. Ensuite, en ce qui concerne le développement social et en même temps culturel aussi. Cette année, le thème de la manifestation est intitulé « La paix et la réconciliation nationale au Mali ». Que ce soit au nord et au sud, nous tous les Maliens veulent la réconciliation. C'est l'endroit ou bien le créneau idéal pour faire passer ce message. Voilà donc un signe annonciateur pour que cette rencontre de partage et d'échange culturel soit à hauteur de souhait. L'événement va rassembler des artistes, des stylistes créateurs, des littéraires, bref, le grand monde de la culture dans sa diversité. Cette année, une programmation riche et variée est concoctée par le comité d'organisation à travers différentes disciplines. Le festival va commencer avec une conférence de débat sur le thème du port de casque et l'insécurité routière, parce que beaucoup de nos participants sont des jeunes, ils vont venir en moto, donc c'est l'occasion de les sensibiliser. Donc après ça, la nuit, ça va démarrer avec les concerts en live, des concerts qui seront alternés avec des défilés de mode le samedi. Et dans la matinée, nous aurons une conférence de débat sur le thème principal du festival. Voilà que le compte à rebours a commencé. Séléngué retient donc son souffle pour rendre plus agréable cette fête de la culture aux festivaliers de la 3e édition de Urban Music and Mode, autrement dit le Festival international de Séléngué qui ouvrira ses portes le 28 mars prochain. Et en sport, nous allons parler football. Le stade malien de Bamako conforte sa place de leader du championnat national de Ligue 1 après sa victoire cet après-midi 1-0 devant l'AS Bakaridjan. Hier, le club olympique de Bamako et les 11 créateurs se sont quittés sur le nul d'un but partout. Le compte-rendu de Kumbanyambili. C'est dans les ultimes secondes que le club olympique de Bamako, ici en vert, arrache le point du nul 1-1 de cette opposition contre les 11 créateurs de Nyarela. Une rencontre dominée en grande partie par l'équipe de Nyarela qui ouvre la marque sur pénalty dès la 11e minute par Boubacar Dambélé. 1-0, ce score mène à la pause. Et celle-ci a permis aux deux coachs de mieux organiser leur effectif. 81e minute, les 11 créateurs obtiennent un autre penalty. Abdoulaye Samake sauve le COB face à Mamadou Diallo. Juste après, l'équipe de Nyarela sera réduite à 9 à cause de la sortie de Cheikh Newagé pour cumul de cartons et celle de Boubacar Dambélé blessé. C'est là après les différents changements. À 11 contre 9, le COB presse et réussit l'égalisation par Mamadou Tunkara dans les arrêts de jeu. Score final 1-1. On s'est battu, on a encore pilonné cette défense des 11 créateurs. Il fallait continuer à le faire, Égalisation à la dernière minute, ça fait très mal. Un match ne peut être comme une défaite et un match ne peut être comme une victoire. Je pense que pour nous, ça a été une défaite pour nous et on va continuer à travailler. Après 10 journées, le club olympique de Bamako occupe provisoirement la 3e place avec 19 points, soit 5 victoires, 4 nuls et 1 défaite. Quant aux 11 créateurs de Nyarela, ils sont 5e, 14 points, soit 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Nous arrivons donc au terme de cette édition. L'info vous revient demain à 10h et 13h. Présentation de Kadidia Toukone. Je vous retrouve demain, si tout va bien, pour les éditions du soir. Merci. Bonsoir à tous.